Alors nous sommes le mercredi 18 juin 2014, nous sommes à la Garde dans le Var. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Alain Baudoir, perliculteur en Indonésie. Alors si on vous a demandé de venir au micro, c'est qu'on connaît quelqu'un, on fait des salons, c'était hier, salon du bien-être. Voilà, Jean-Marie et Evelyne qui tiennent le stand Les Larmes de Vénus. C'est un stand consacré d'ailleurs aux perles. Donc les perles, bien évidemment, elles viennent de quelque part. Oui, ces perles viennent d'Indonésie, j'en suis le producteur. En fait, je suis varois, installé en Indonésie depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et je suis perliculteur dans cette région du monde, qui est une région privilégiée pour élever les nacres perlières, puisque en fait on a l'océan Pacifique qui se jette dans l'océan Indien. Ça crée à ce moment-là des tourbillons de minéraux, des tourbillons de plancton qui sont propices à la croissance des huîtres perlières. Très bien. Et alors justement ces perles, comment ça se passe? Puisque apparemment donc il faut faire des opérations pour que ça arrive. Le principe lui-même, c'est qu'on a l'huître perlière alors nous travaillons avec la Pintada maxima, qui est une huître perlière qui peut atteindre 25-28 cm de couleur dorée. Et l'opération elle-même, c'est que dans ces huîtres perlières, on injecte un petit noyau qu'on appelle le nucléus. Et par la suite, l'huître perlière elle-même va envelopper de nacre ce petit noyau. Et au bout de quelques années, nous arrivons à avoir des perles de différentes couleurs. Alors en ce qui concerne par contre les couleurs, il ne faut pas croire que toutes les perles sont blanches ou noires, comme à Tahiti, mais on a des perles de couleurs différentes. On peut avoir des perles rosées, des perles bleues, certaines vertes. Et il faut savoir que la couleur des perles va dépendre des minéraux que filtre l'huître perlière. Voilà en gros comment ça se passe. Et pour obtenir une couleur, par exemple, il faut la mettre à un endroit bien précis, de manière à ce qu'il y ait un courant qui fasse justement qu'on puisse obtenir cette couleur. Quand on veut du jaune, par exemple, on peut avoir du jaune. Là, il faut rester très humble, hein, parce que on a une idée en fonction des minéraux de la couleur qu'on peut avoir, mais par contre, on travaille avec la nature, donc la nature, elle nous donne pas toujours exactement ce qu'on attend d'elle, mais par contre les tendances, oui. On peut avoir des tendances. S'il y a des minéraux de fer par exemple dans l'eau, on sait que la teinte sera de couleur bleue à peu près. Alors bleu clair, bleu foncé, ça on ne sait pas. Pour faire une perle, suivant la taille qu'on veut obtenir, il faut combien de temps? Il faut en général entre 2 et 4 ans. Et à partir de là, on peut considérer qu'on a une perle avec une épaisseur de nacre qui sera assez conséquente, et donc la perle elle-même ne sera pas fragile, parce qu'en fait plus la nacre est épaisse, moins il y a de fragilité, ce qui est tout à fait normal. Pour faire un collier ou un bracelet, combien il faut de perles? Pour faire un collier, il faut en général, si c'est un collier on va dire de perles moyennes, il faut compter entre 35 et 40 perles environ. Et un bracelet? Un bracelet dans les 17, entre 17 et 20. Alors je le disais, vous n'êtes pas souvent ici, hein. Oui, effectivement, mon travail c'est vraiment en Indonésie, pour faire connaître les perles que nous produisons en Indonésie, pour les faire connaître en France. Donc mon ami Jean-Marie Calvin et Evelyne Cognam sont, je ne vais pas dire les représentants, parce que ce sont, avant que ça soit d'un commercial, c'est surtout des amis avant tout, qui sont eux passionnés aussi par les perles, qui sont venus en Indonésie, ils ont vu nos productions, et donc en tant qu'amoureux, ils sont dans la région varoise principalement pour les présenter à toutes les personnes qui voudraient en savoir plus, parce que malheureusement en France il y a très peu de perles de couleur et c'est pas très connu. On va parler justement de cette complémentarité qu'il y a entre vous et eux. Vous venez de le dire, donc ils sont allés là-bas, donc ils savent comment ça se passe, ils sont ici, il y a une valorisation du travail commune entre vous qui êtes là-bas, eux qui sont ici. Ici, on est donc justement sur un stand, domaine de la Baratonne, ici donc à La Garde, dans le Var. Vous voyez un petit peu la présentation qu'il y a du stand, qui est à peu près, on doit le dire, hein, puisque moi c'est comme ça que je les ai connus, à peu près la présentation traditionnelle du stand qu'ils ont. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette mise en valeur, de ce qui est après tout, alors certes, la complémentarité qu'il y a entre vous et eux, mais aussi votre travail, à vous? Oui, alors d'abord, il faut dire que pour moi, c'est un peu une surprise de voir les perles qui ont été produites en Indonésie
Indonésie, donc mes bébés, de les voir dans le Var. Ça, c'est la première surprise. Ensuite, comme vous le disiez, il y a un problème de complémentarité, c'est-à-dire que nous sommes directement à la production, avec nos problèmes de production, parce qu'il y en a aussi, avec nos joies, avec nos peines, avec tout ce qu'on veut. Et eux, par contre, sont là pour la vulgarisation, et c'est très très important dans la mesure où plus de personnes verront ces perles. Je ne parle pas spécialement du côté financier, mais plus de personnes verront ces perles. Cela va vulgariser un peu et cela va aussi enseigner aux jeunes, notamment, qu'il existe différentes qualités, différentes couleurs. Peut-être que ça suscitera des vocations parce que je crois que, non seulement je crois, mais par exemple en Indonésie, je suis le seul Français à faire ce genre de métier. Alors justement, quand on est là-bas et quand on est donc à la production, qu'est-ce qu'il y a comme tâche journalière, disons? Est-ce qu'il y a des plongées justement? Est-ce qu'on va sur site surveiller? Est-ce qu'il y a un volume à ramasser par jour? Là-bas, l'organisation, bon, il faut déjà considérer que c'est sur une étendue assez grande, ça représente à peu près la moitié de la rade de Toulon. Il y a donc des flotteurs et accrochés à ces flotteurs, on a donc les huîtres qui sont là, qui se nourrissent, qui vivent, et ça demande un entretien permanent parce qu'on a énormément de petites algues qui viennent se mettre sur la nacre et il faut donc les nettoyer régulièrement. Donc il y a énormément de manœuvres parce que chaque huître perlière doit être nettoyée au minimum, je vais dire, tous les 20 jours. Et on en a plus de 5000 qui trempent. Ah oui, quand même. Oui, donc ça fait un travail assez important de maintenance. Alors, à part ce travail, justement, est-ce qu'on peut dire récolte? Comment on sait qu'on peut récupérer quelque chose qui est abouti? Quel signe? En général, après que le nucléus eut été injecté dans la nacre perlière, on considère donc entre 2 ans et 4 ans, selon la grosseur que l'on désire de la perle. Quand on a décidé, par exemple, d'avoir une perle, on va dire, moyenne de 6 à 8 mm. Au bout de 2 ans et demi, on va sortir la nacre perlière. On va juste l'entrouvrir, parce qu'on ne tue jamais les huîtres perlières, et on va récupérer la perle qu'il y a dedans. Et là, c'est la bonne ou la mauvaise surprise, c'est la bonne forme ou la mauvaise forme, c'est la bonne couleur ou pas la bonne couleur, voilà. Donc c'est en permanence une surprise. Et puis, on a, 60% de satisfaction, je dirais 30% de très bonnes surprises et 10% d'échecs. Et justement, en vous écoutant, parce qu'on essaie aussi de comprendre le sujet, je pense que vous l'avez compris, est-ce qu'une huître peut resservir? C'est-à-dire une fois qu'on a extrait la première perle, est-ce que cette huître, justement, puisque vous venez de nous dire que vous la gardez, est-ce qu'on peut remettre un nouveau nucléus et obtenir un autre produit? Absolument. Alors il faut savoir... Ah, j'ai une bonne question alors. Très très bonne question. Il faut savoir que la Pintada maxima est une huître perlière qui vit en général entre 25 et 27 ans. On commence à faire la première greffe, c'est-à-dire de mettre le premier nucléus, en général pas avant qu'elle ait 2 ans, 2 ans et demi. En fait, il faut qu'elle ait 12 cm de diamètre. Et ensuite, c'est sûr qu'une fois qu'on a récupéré donc la perle, on la laisse ce qu'on appelle déstresser pendant une période, on va dire, de presque 1 an. Et ensuite, on recommence le procédé, mais on ne les tue jamais. Voilà. Et donc, elles reservent donc une nouvelle fois, si on peut employer cette expression. Absolument, elles reservent jusqu'à leur belle mort. Alors, on va parler quand même de la production, puisque la production, c'est justement on vient d'en parler. Donc, il y a donc un volume qui est parfait, un autre qui est moins parfait. Donc, j'imagine que ça, on ne garde pas. Sur le produit qui est parfait, qu'est-ce que ça va donner comme volume à votre niveau? Disons que la production moyenne par an est grosso modo entre 400 et 500 kg de perles. Et la très haute qualité va représenter 12 kg en top qualité. En rejet, ça va représenter aux alentours de 40 kg et le reste sera une gamme qui est tout à fait commerciale. Alors on conçoit tout à fait qu'il y a une très très haute qualité, mais on conçoit aussi qu'on a envie, je suppose à votre niveau, de faire connaître cette activité. Et moi quand je vous entends dire par exemple qu'on a une gamme excusez-moi l'expression, commerciale,
ça veut quand même dire que le produit est quand même un produit de qualité. Absolument, c'est un produit de qualité, mais ensuite il y a les valeurs commerciales que nous on ne maîtrise pas en tant que producteurs, puisque ce sont les acheteurs et les revendeurs qui eux vont fixer la règle du jeu commercial. Donc nous on est complètement indépendants, on travaille avec la nature et bien sûr il faut quand même qu'on en retire des bénéfices parce qu'on a quand même 1500 personnes à nourrir et donc ça fait beaucoup de monde. J'imagine. On va donc parler de cette complémentarité qui vous unit, vous en tant que producteur et eux en tant qu'exposants, puisque je vous le rappelle, c'est comme ça que je les ai connus. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de leur travail à eux, ce travail justement de valorisation de votre activité, mais leur travail à eux, parce que je pense que, enfin moi je les connais depuis un petit moment maintenant, ils sont carrément dedans, ils sont dans leur sujet, et j'imagine que quelque part vous devez quand même être fiers justement qu'ils sont là en France, en fait pour vous représenter et mettre en valeur le travail que vous avez fait là-bas sur le lieu de production. Oui, alors c'est vrai que Jean-Marie et Evelyne font un travail assez remarquable, d'autant que pour eux c'est pas toujours facile de trouver des endroits d'exposition. Ils sont obligés de taper à beaucoup de portes et beaucoup de portes se ferment pour des raisons diverses. Ce que je trouve, on va dire, le plus désagréable, c'est que au niveau des services publics, au niveau des écoles, au niveau de l'enseignement, les portes ne leur soient pas beaucoup plus ouvertes, notamment dans les écoles, où ils pourraient montrer ça à des jeunes enfants. C'est sûr qu'il y a un côté commercial qu'il ne faut pas négliger, parce qu'on est tous pareils, mais avec des perles, on ne devient jamais riche. Il faut en profiter au moins pour enseigner aux gens, pour enseigner aux futures générations, pour créer des vocations et pour apprendre tout simplement.